Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Médien TV pour Cannes+, votre quotidienne consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations. À mes côtés, vous l'attendez toujours, ce duo, Noha Bazir. Bonjour. Bonjour Anas et bonjour à nos téléspectateurs. C'est un réel plaisir de vous retrouver tous les jours pour parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. On en est presque au quart de finale de cette grande compétition. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Mohamed Barkili. Bonjour, vous êtes analyste tactique. Oui, merci beaucoup. Le plaisir est pour moi d'assister avec vous aujourd'hui afin d'analyser le match d'hier, Maroc contre Tanzanie et aussi Cameroun contre l'Afrique du Sud. Ça me fait vraiment plaisir et merci pour votre invitation. Merci d'être venu. Avec grand plaisir, on va en parler plus en profondeur. Et à vos côtés, un journaliste foot mercato, Alexandre Chayol. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous, merci pour l'accueil. Et oui, toujours un plaisir de venir parler, surtout ici avec toi Anas, de la CAN, une compétition qu'on suit beaucoup et qu'on aime suivre. On se connaît un peu, voilà, pour dire la vérité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on passe directement aux flèches de la CAN. Le Maroc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations en s'imposant face à la Tanzanie par 1-0. Walid Regragui a aligné Achraf Hakimi d'entrée sur le côté droit alors que Noussal Mzraoui a débuté sur la gauche. Au milieu de terrain, Bilal Khennous a pris la place d'Ounahi, forfait pour le reste de la compétition. Avec quelques actions dangereuses, il aura fallu la deuxième mi-temps pour que Brahim Diaz élimine son adversaire avant de pénétrer dans la surface et de frapper du droit dans un angle fermé pour ouvrir la marque pour les Lions de l'Atlas et inscrire son 4e but en autant de matchs. En quart de finale, les Lions de l'Atlas affronteront les Lions indomptables du Cameroun. Et puis le Cameroun a rejoint la sélection marocaine en quart de finale de la CAN en battant l'Afrique du Sud par 2-1. Les buts de la victoire camerounaise ont été inscrits par Junior Tchamadou à la 34e et Christian Kofani à la 47e. La pression sud-africaine a buté sur une défense bien organisée, portée par un gardien vigilant, à l'image de sa parade sur le coup franc de Mokoena. En revanche, les contre-attaques camerounaises étaient très dangereuses. Finalement, les Bafana réduisent le score grâce à Sekotori Magkopa à la 88e minute de jeu. En quart de finale, les Lions indomptables seront les adversaires des Lions de l'Atlas. Et puis la Tunisie s'est séparée de son sélectionneur Sami Trablsi. La Fédération tunisienne de football a décidé de rompre à l'amiable le contrat de l'ensemble du staff technique de l'équipe première nationale. L'instance tunisienne ne voulait pas garder le technicien de 57 ans pour la Coupe du Monde 2026. Le trésorier de la Fédération a annoncé qu'un nouveau sélectionneur serait nommé d'ici une semaine à 10 jours. Certains cadres apprécieraient Nabil Mahallou, déjà passé aux commandes de l'équipe nationale tunisienne entre février et septembre 2013. D'autres membres de la Fédération privilégieraient un entraîneur étranger, mais chez une partie de l'opinion, on souhaite un changement à tous les niveaux. Et voilà, c'était l'essentiel de ces matchs de 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais tout de suite, on va parler plus en détail de ces rencontres dans le débrief. Le Maroc s'est imposé hier par le service minimum 1-0 face à la Tanzanie. Une rencontre, on va le dire, disputée, mais aussi qui a mis à mal cette équipe nationale. Mohamed Barkili, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de cette rencontre ? Alors, en premier lieu, cette CAN disputée au Maroc mettant c'est les meilleures nations au niveau de l'Afrique. On parle de la Nigérie, Maroc, Égypte. Donc, ce sont des équipes qui sont capables d'apporter une certaine identité au jeu, un bon rythme, des transitions rapides, notamment une projection tactique, une maîtrise tactique. Alors, pour moi, si je parle des individualités majeures pour le Maroc, on parle d'Brahim Diaz, on parle d'Achraf Hakimi, on parle d'Ayoub El Kaabi. Ce sont des joueurs qui sont capables de basculer une rencontre à tout moment. Pour moi, si on parle du système tactique, on parle au côté variance au niveau des systèmes de jeu lors de cette CAN. On trouve le 4-3-3 comme étant un système référent, notamment adopté par le Maroc, comme étant un système équilibré, basé sur des ailiers pour étirer le jeu, et aussi un latéral droit comme Achraf Hakimi qui est capable de jouer plus haut que les ailiers tout en restant fidèle parfaitement au jeu collectif. Je pense que d'une manière générale, le match contre la Tanzanie, c'était un match colossal où nous avons trouvé beaucoup de difficultés au niveau de la création de jeu, notamment lorsqu'on parle d'un bloc bas de 5 joueurs ou parfois 4 joueurs.
où notamment lorsqu'on parle d'un bloc bas de 6 joueurs, on est devant une masse défensive de 6-3-1 ou parfois on se retrouve devant 6-4-0. Donc c'est un match qui nous a imposé dès la première minute de trouver des solutions, de chercher des initiatives à travers la mobilité des joueurs. Lorsqu'on parle de la mobilité des joueurs, on parle de l'état du build-up. Lorsqu'on est dans un bloc offensif et lorsqu'on est en train de faire des attaques placées, on doit chercher des solutions à travers le lancement des joueurs dans les surfaces intérieures. Et lorsqu'on parle des surfaces intérieures, on parle des half space, des demi-espaces. On parle maintenant de Brahim Diaz qui essaie parfois, notamment dans plusieurs exercices, pour assimiler l'animation offensive, de trancher dans les phases intérieures half space afin de créer une certaine supériorité numérique au milieu de terrain et aussi au milieu d'attaque. D'emblée, une analyse très pointue de Mohamed. On peut finir l'émission, moi ça me va. On y reviendra tout à l'heure, mais avant ça, je vous propose de regarder les réactions des supporters marocains suite au match. Bravo au Maroc pour cette belle victoire. Le match était superbe et nous espérons voir le trophée revenir au Maroc. C'était une très bonne prestation. Nous espérons décrocher la qualification pour le prochain tour, même si le niveau de jeu devrait être meilleur que celui d'aujourd'hui. Le match était correct, mais l'absence d'Ounahi s'est fait ressentir. Le jeu n'était pas aussi convaincant qu'avant. Espérons une meilleure performance lors du prochain match. Les joueurs ont livré une belle prestation. Un grand merci à Brahim Diaz pour son but. Nous sommes très satisfaits de sa performance. Match parfait, un peu serré, mais alhamdoulilah, Regragui, deuxième mi-temps, un peu de changement, alhamdoulilah, 3 points. Qualification deuxième tour. Gracias. Match compliqué, c'était assez serré, on s'est créé des occasions. Ils ont défendu, ils étaient 11 derrière. Le plus important, c'est de passer en quart de finale. 1-0, c'est bon. Donc, étape par étape, Inch'Allah, et qu'on le khair. Et là, on est les vainqueurs de la CAN, Inch'Allah. Merci à tous les joueurs du Maroc. Je veux juste dire que la vérité sort de la bouche des enfants. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Futur vainqueur de la CAN, Alexandre, je vais me tourner vers vous pour parler de cette sélection, de cette prestation. On a vu que dans le contenu, ça n'était pas si rassurant, mais au final, la qualification pour les quarts de finale, est-ce que, comme Regragui le fait assez pragmatique, on doit passer au prochain match et basta, ou est-ce qu'au contraire, on peut se poser pas mal de questions après cette rencontre ? Je pense que les questions, il fallait peut-être se les poser avant, s'il fallait s'en poser. La CAN est en cours. On ne change plus des plans, on ne change plus un entraîneur, on ne change plus une tactique dans 4 jours. Et on est peut-être dans 4 jours pour le match face au Cameroun. Absolument. Vendredi. Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc passe les tours petit à petit avec un air Didier Deschamps que nous, en tant que Français, on connaît bien, mais un air qui marche, un air qui t'emmène peut-être au bout ou qui t'emmène vers une finale. Donc, dans le foot de sélection, je pense qu'il y a moins d'enjeux à avoir un beau football, à proposer quelque chose de plus attrayant. Aujourd'hui, Regragui, je ne suis pas sûr que tous les fans marocains soient heureux de voir comment leur équipe joue, mais ils voient leur équipe gagner, passer les tours. Et aujourd'hui, le Maroc est en quart de finale. Le Maroc a encaissé très peu de buts depuis le début de la compétition. Et puis le Maroc, au final, quand même très peu inquiété par ses adversaires, je trouve. Et puis le talent des individualités comme Brahim, comme Hakimi, qui reviendra petit à petit, il peut te faire la différence à tout moment. Et une grande compétition, ça se gagne avec des grands joueurs. On a entendu les supporters être heureux de la qualification. Est-ce que Walid Regragui est certes, j'imagine, heureux de cette qualification, mais est-ce qu'il est heureux de cette prestation proposée hier soir ? Je vous laisse l'écouter. Non, l'idée c'est d'être proactif, c'est toujours d'aller presser. Après, aujourd'hui, on a vu en première mi-temps, par exemple, qu'on a pressé. D'habitude, notre pressing, c'était notre force. Aujourd'hui, on a fait un pressing à contre-temps. On les a laissés prendre de la confiance. Ils ont sorti des ballons. Ils nous ont fait mal sur ce fameux faux pressing qu'on a fait parce qu'on n'a pas mis d'intensité. Sur nos pertes de balles aussi, on a été en danger. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre. Après, voilà, on va analyser cette première mi-temps. On a fait, je crois, 8 mi-temps. Sur les 8 mi-temps, c'est la pire. Donc voilà, on ne va pas non plus être trop négatif. On va se dire que voilà, il y a des circonstances. Mais il faudra les corriger parce qu'on sait qu'en quart de finale, on ne pourra pas se permettre d'avoir une mi-temps totale comme celle-là. 20 minutes, 15 minutes peut-être. Il y aura des temps forts, des temps faibles parce qu'il y a des bonnes équipes en face aussi. Il va falloir qu'on soit dans l'équilibre. Aujourd'hui, ça va être l'équilibre. De temps en temps, on aura le ballon. De temps en temps, on n'aura pas le ballon. Quand on aura le ballon, il faudra être beaucoup plus conscient de ces pertes de balles. Et quand on ne l'aura pas, il faudra défendre tous ensemble parce qu'il y aura de la qualité en face. Pour revenir un peu sur ce 11 de départ de Walid Regragui, est-ce que vous pensez, Mohamed, que le 11 de départ qu'a aligné Walid Regragui, est-ce qu'il a été suffisant pour créer plutôt une solidité en défense et en même temps avoir un peu de créativité sur le côté offensif ?
Je pense que la composition choisie par Walid Regragui dans ce match de huitième de finale, c'était une composition logique, adaptée au système de jeu. Si on parle de système de jeu, on parle d'un 4-1-4-1, où on a l'Ainaoui comme étant un sentinelle, un pivot qui joue le rôle d'assurance défensive au niveau des transitions défensives. Je pense que ça a différé par rapport au premier match, parce que le match de Comores, on avait une autre composition, et maintenant nous avons une composition beaucoup plus réaliste. Et pour moi, Walid Regragui, c'est un entraîneur qui me fait rappeler le principe de Machiavel, c'est la fin qui dicte le moyen. Ce n'est pas l'essentiel la possession, mais l'essentiel c'est l'efficacité, c'est les transitions rapides et aussi la victoire pragmatique. Et je pense que lors de la 62e minute, c'est comme si quelqu'un a appuyé sur le bouton on. Tout le monde commence à presser en même temps. Pour moi, pour ne pas être lucide, nous, vraiment, on analyse et on voit ce qu'on veut dans le plan du terrain, mais la réalité, ça reste pour l'entraîneur. C'est lui qui sait les coulisses, les paramètres invisibles et aussi ce qui n'apparaît pas à l'écran. Donc je vous assure que Walid Regragui ne prend pas les décisions au hasard. C'est un entraîneur qui prend des décisions suivant une certaine expertise, un certain vécu et une certaine maîtrise sur le haut niveau. Merci. Qu'est-ce qui aura manqué un peu à Alexandre, à cette équipe marocaine hier? Qu'est-ce qui aura manqué? Est-ce que vous pensez que c'était il fallait juste faire le taf? Et comment faire un peu la différence en quart de finale? On sera opposé à une équipe beaucoup plus costaud, on peut le dire. Alors, quelle erreur ne pas refaire lors du match contre le Cameroun? L'erreur, ça va être difficile d'en trouver parce que ça va être une opposition bien différente. Le Cameroun, on voit hier, qu'est-ce qui était le point faible du Maroc? C'était souvent les transitions de la part de la Tanzanie, où on voyait souvent des fois du surnombre de la part de la Tanzanie, mais leur qualité technique faisait qu'ils n'arrivaient pas à arriver devant les cages marocaines ou tout simplement derrière à la finition, ils n'arrivaient pas à marquer. La différence, c'est que là, avec le Cameroun, on a un adversaire redoutable parce qu'on a des joueurs qui prennent la profondeur, des joueurs qui sont dotés d'une grande qualité technique. On peut parler de Brian Mbeumo, parler de Kofané ou encore Baleba qui peut être une rampe de lancement. Ces joueurs-là, pour le coup, si tu leur laisses de l'espace, si le Maroc ose laisser les espaces qu'ils ont laissés face à la Tanzanie et prendre autant de risques, derrière, ça risque de faire mal. Donc le Maroc devrait être ultra solide défensivement. Et j'en attends surtout beaucoup, moi, de Naïef Aguerd. Alors justement, en parlant de défense, Walid Regragui est revenu sur la défense qu'il a alignée pour ce match face à la Tanzanie. Regardez. À partir du moment où on est l'équipe qui est active, c'est-à-dire qu'à la possession et qu'on est en bloc haut, forcément, on va laisser des espaces. On est obligé de prendre ce risque. On est à la maison, les équipes, elles nous laissent le ballon et elles attendent ça. Donc forcément, il va y avoir des situations où à vos yeux, à l'image, vous vous dites « Ah, s'il part, il peut aller marquer ». À l'arrivée, aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est qu'on a concédé trop de situations par rapport à d'habitude. D'habitude, même si vous étiez, je ne parle pas de vous particulièrement, mais en général, l'opinion publique était négative. Ouais, il n'y a pas eu de tir, il n'y a pas eu d'occasion les matchs d'avant. D'ailleurs, je crois en XG concédé, on est l'équipe la plus forte. Mais aujourd'hui, ils ont 2-3 situations, notamment la tête de Mzouva sur le premier centre, sur la frappe que Yacine relâche, ils peuvent marquer. Donc, ils ont 2 occasions que nous, on donne et qu'on ne doit pas donner. Mais après, c'est le risque. Quand on veut attaquer comme on le veut, quand on veut aller chercher, gagner les matchs, il faut qu'on prenne ce risque. Alors avant, à tort, on me disait que j'étais trop défensif. Aujourd'hui, on est trop offensif et c'est le risque qu'il faut accepter si on veut gagner la CAN. Sinon, je peux revenir à mes critères. Vous inquiétez pas, ça, je sais faire. On a parlé de la défense, on peut aussi parler du milieu de terrain parce qu'il y a eu certains changements tout au long de la compétition. On a d'abord commencé avec un Sofiane Amrabat, ensuite exit Amrabat pour faire rentrer l'Ainaoui. Cette fois, on l'a senti moins présent, moins percutant, moins flamboyant dans son secteur. Et en plus de ça, on perd Ounahi sur blessure quelques heures avant le début du match. Est-ce que cette blessure d'Ounahi a complètement bousculé l'équilibre du milieu de terrain selon vous, Mohamed? Je pense que Ounahi, c'était une pièce maîtresse dans la composition marocaine. C'est un joueur avec beaucoup de qualité, qui est capable de créer des espaces, de donner des solutions lorsqu'on est devant un bloc bas. Et je pense que Ounahi a un critère que j'aime dans un joueur au milieu de terrain, c'est le fait de scanner le terrain de 6 fois jusqu'à 8 fois avant la réception de la balle. C'est un joueur avec beaucoup de qualité. Il sait comment s'exprimer entre les lignes afin de créer une certaine supériorité numérique et aussi il sait comment finaliser les exercices tactiques au niveau d'animation offensive, notamment lors de son penchement dans le half space.
en créant un certain équilibre. Et je pense que Walid Regragui, son choix pour Bilal El Khannou, c'était un très bon choix, un choix logique qui va créer un certain équilibre et une certaine assurance défensive, parce que l'Ainaoui, c'est un joueur, un pivot avec un caractère défensif plutôt qu'offensif, donc il a besoin d'un joueur, un deuxième sentinelle pour lui aider au niveau de la création de jeu, au niveau des passes d'ouverture et au niveau de la recherche des solutions, notamment lorsqu'on parle d'un bloc bas de 5 joueurs de la Tanzanie. C'est quelque chose de difficile pour nous, autant qu'équipe et autant qu'équipe nationale qui cherche souvent les solutions afin de finaliser un exercice tactique par un but. Alors, quand le Maroc perdait le ballon, ils ont mis en place un pressing assez important qui a bloqué un peu cette équipe tanzanienne. Est-ce que vous pensez que le même pressing, Alexandre, pourrait être efficace face à une équipe comme le Cameroun? Le pressing, il est toujours en soi efficace, il est bien exécuté. Et si en face, la réponse tactique ne correspond pas au pressing mis en place. Et le problème, c'est que le Cameroun, au niveau du milieu de terrain, c'est un des secteurs phares. On a bien vu hier, Baleba est élu homme du match. Baleba est un des milieux qui brille en première ligue dans le meilleur championnat du monde. Le Maroc va avoir fort à faire face au Cameroun. Et je ne sais pas en fait si les choix de Regragui face à la Tanzanie, aussi offensifs au milieu de terrain, pourront être les mêmes face au Cameroun, parce que le répondant, il peut faire mal aussi dans l'impact. D'ailleurs, en pensant à ça, on peut penser même à Mrabet, peut-être, de retour pour remplacer peut-être un Ainaoui, peut-être pour bloquer un peu cette attaque camerounaise. À présent, je pense qu'on va continuer. On va continuer, parce qu'on va d'abord donner des nouvelles de Azdine Ounahi, parce qu'on en a parlé, il est forfait pour le reste de la compétition. Et Walid Regragui et son capitaine, Romain Saïs, sont revenus sur sa blessure en conférence de presse d'après-match et en zone mixte. Je vous laisse les écouter. Bon, concernant Azdine, il s'est blessé hier à l'entraînement. Il a une déchirure au mollet qui l'empêchera de jouer pendant la CAN. Il en a pour 5 à 6 semaines. Donc voilà, c'est une blessure qu'il avait avant à Girona. Elle s'est réouverte, la cicatrice, malheureusement pour nous. Ça a été un choc hier pour toute l'équipe, pour Azdine aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la victoire, elle est un peu amère, parce que plus que... Bien sûr, on est content d'être passé pour nos supporters, mais voilà, pour Azdine, on est vraiment déçus. Donc on a perdu un autre leader technique, un de nos leaders aussi dans le vestiaire, qui est important pour le groupe. Donc hier, c'était un peu difficile pour tout le monde. On a été très touchés du diagnostic et il fallait absolument se qualifier pour lui. C'est ce qu'on lui a promis et c'est ce qu'on a fait. Ouais, malheureusement, il s'est blessé hier, donc c'est triste pour lui, c'est triste pour nous. C'est pas facile, c'est des moments qui sont pas faciles quand on se blesse, surtout dans ce genre de compétition où malheureusement tous les matchs sont rapprochés, donc c'est difficile après je sais pas ce qu'il en est, il faut poser la question au docteur. Mais voilà, donc l'important c'est d'être là pour lui, de le supporter et de lui montrer qu'on est là pour lui et que voilà, ça va aller, il s'en remettra et puis voilà. Avant de passer au conseil, j'avais envie de vous poser une question. Noura, Mohamed Alexandre, vous avez des ardoises devant vous, chacun, on va les utiliser pour le conseil, pour noter les joueurs de cette rencontre. Moi j'ai envie de vous poser une question, parce que c'est la polémique de la fin de rencontre. Y a-t-il pénalty sur le joueur tanzanien? Il veut créer des problèmes. Faute d'Adem Massina en fin de match? Je vous laisse écrire péno ou pas péno. Et vous allez, bien sûr, on ne va pas rester juste sur ça, vous allez quand même nous expliquer si oui ou non, pour vous, il y a pénalty. Il veut créer polémique. Bien sûr, attendez, c'est compliqué, même moi je ne sais pas. Ouais, moi... Oui, je vais écrire. Allez, moi je me mouille. Il n'y a pas péno. Je suis obligé de changer du coup. Non, mais vous écrivez ce que vous pensez. Moi, je ne vous demande pas de venir chercher la contradiction. Il y a péno? Ouais, je pense qu'il y a pénalty. Péno. Il y a péno, pas péno. Non, pas péno. On va laisser quand même du coup l'accusation. Pourquoi y a-t-il pénalty selon vous sur Adam Massina? Je commence. Allez, Alexandre. Je pense que c'est quand même dans la surface de réparation, une main comme ça, c'est pas au hasard. Alors même si le joueur peut se jeter avant, entre guillemets, il y a quand même le geste en fait qui est là et le geste il est déplacé. C'est un geste qui n'a pas lieu d'être. Et après il y a toujours ce truc là de on n'est pas sur le terrain, on a des ralentis, donc est-ce que le joueur se jette? On n'arrive pas à savoir vraiment la poussée, comment elle est. Mais le geste en fait n'est pas à être là. Et je pense qu'à partir du moment où on a ce geste là dans la surface de réparation dans un moment aussi fort, malheureusement je pense que si j'étais arbitre et je ne le suis pas, ça aurait été pénalty. Heureusement que ça n'est pas vous l'arbitre, Mohamed. Pour moi, ce n'est pas un pénalty parce que ça renvoie pour la décision finale de l'arbitre. C'est l'arbitre qui décide. Pour moi, c'est pas notre profession. Mais pour moi, je ne pense pas que le joueur a trébuché à cause de Messina. Je ne pense pas. C'était quelque chose involontaire.
Involontaire, Laura, est-ce que Alors pour moi vous, ça justement, c'est là où je trouve que ce n'est pas du tout involontaire. Adam Massina a fait une petite faute. Le joueur était déjà un peu en déséquilibre, mais Adam Massina l'a quand même poussé. Donc pour moi, il y avait quand même une faute, surtout en fin de match. Mais bon, l'arbitre n'a pas sifflé de faute, donc ça reste en faveur du Maroc. Pour moi, il y avait une petite faute, surtout que durant cette CAN, on a vu des arbitres siffler pénalty pour moins que ça. Oui. C'est surtout ça, en Je fait. suis pas d'accord. Allez-y, Anas. Non, mais je suis Mais pas de toute façon, d'accord lui, il parce est toujours dans la contradiction. Non, la preuve, c'est que Mohamed est d'accord avec moi. Allez-y. D'abord, pour dire que c'est sûr que peut-être si cette faute avait été faite au milieu de terrain, elle aurait été sifflée faute. C'est vrai. Mais sauf qu'il y a beaucoup plus de sévérité dans la surface de réparation. On va être beaucoup plus exigeant au niveau du contact. Et pour moi, le contact déjà n'est pas suffisant. Et en plus de ça, l'appui du pied gauche du joueur tanzanien dont je n'ai plus le nom, j'ai l'impression qu'il amorce déjà vraiment cette chute-là avant même que le contact ne devienne sérieux de la part d'Adam Massina. Donc, et sachant qu'en plus de ça, l'arbitre rappelle ensuite au joueur qu'il a fait comme ça, comme ça. Donc ça veut dire qu'il a parlé avec la VAR. Pour eux, pas d'erreur manifeste et il n'y a pas pénalty. Après, on peut aussi parler d'un carton rouge qui devait être sifflé sur Samad Zilzouli après un tacle les deux pieds devant. J'ai d'autres aussi situations où on aurait pu avoir des Penalty pour des Ayoub cartons. El-Kaabi aussi. Exactement, pour Ayoub El-Kaabi, après la sortie du gardien de but. Oui. Donc bon, Bon, il était un peu tardif. Enfin, c'était juste après, le gardien l'a tapé, mais la balle était déjà jouée. Il y avait un petit temps de retard. et on est en dehors de la surface de but, donc en dehors de la zone où soi-disant le gardien doit être prioritaire. Mais la balle était en dehors de l'heure de jeu, dans l'heure de jeu quand même. Oui. Oui, mais il est en retard. Oui. Il reste en retard. Ouais, mais une fois que l'attaquant a touché le ballon, je Mais trouve en que c'est général, oui, c'est délicat pas quand faux. même. L'action C'est est délicat. passée, en fait. Mais l'action est passée. Lui, il ne peut pas stopper sa course en fait. Enfin, sa Et course. tous les deux regardent le ballon. C'est ça, exactement. Donc, en fait, se retrouver au l'affront est inévitable, en fait. Mais C'est ça. après, je suis C'est d'accord avec discutable. Anas, dans le football, et on a déjà vu des pénaltys pour ça. C'est le jeu, il est cruel, mais en tant qu'amoureux de football, j'espère ne pas voir des pénaltys dans des situations comme ça où c'est Absolument. involontaire. Pour vous dire, je crois que j'ai regardé un match comme ça sur une télé argentine et ça parlait de la sortie de Neuer sur Higuaín Exactement. en même temps Ah et oui. ça n'avait pas été sifflé ni C'est vrai. de carton ni faute d'ailleurs. On passe à la suite, Noah. Absolument. On passe Au conseil. au conseil, c'est bon. Alors, pour revenir rapidement, pour un peu noter ces performances de joueurs marocains lors de ce match Maroc-Tanzanie, je vais vous demander à chacun d'écrire pour vous, selon vous, l'homme du match. Du match. Cette rencontre. Maroc. C'est bien Maroc-Tanzanie, on est d'accord. Moi, ça reste péno. Ouais, c'est bon. Maroc-Tanzanie. Pas vraiment d'homme du match en vérité, parce que s'il y a un joueur Je pense qu'on est plutôt unanime. que j'aimerais ressortir. On ne l'a pas écrit de la même façon. Ouais. Toi, tu l'as écrit à la marocaine. Moi, l'espagnol. Diaz. Je ne sais pas si Et je l'ai écrit assez haut. Mazraoui. Mezraoui, d'accord. Mazraoui. Brahim. Ah, il y a un petit O qui fait office de A. Brahim Diaz Moi, aussi. Mezraoui. Et vous? La contradiction comme Khanous, d'habitude. allons-y. Khanous. Non, je voulais que je commence parce que Oui, minorité- absolument, je vais entendre. Non, El Khanous déjà poste compliqué. On vient pallier l'absence d'Azdin Ounahi. On sait que c'est un poste essentiel, ce poste de relayeur droit dans le système de Walid Regragui. Oui. Je trouvais qu'il a fait des choix intelligents, il a tenté de jouer simple, même si El Khanous dans ses entrées en jeu avant, il tentait un peu de tenir le ballon, de montrer ce qu'il savait faire avec le ballon. Là, il sait que voilà, il devait faire simple. Il faisait du jeu en une touche. Il a trouvé de bonnes ouvertures, je pense pour Hakimi aussi en seconde période. Le petit bémol peut-être, et ça, si on le compare à Azdin Ounahi, c'est qu'il ne revenait pas vraiment chercher le ballon avec Naïl El-Ainaoui pour l'aider dans les premières relances, ce que faisait Azdin auparavant, venir toucher le ballon dès les premières relances pour pouvoir aider la sortie du ballon. Et c'est ça qui a un peu coupé cette équipe en deux, parce qu'en plus, lui et Seybal, ils sont plus à vocation offensive. Donc forcément, on va avoir cette équipe coupée en deux. El-Ainaoui qui va essayer de ressortir le ballon avec le bloc assez haut à un certain moment des Tanzaniens. Donc c'est le petit bémol, mais en tout cas pour moi, le Khanous, j'ai aimé sa prestation. Première titularisation en Coupe d'Afrique des Nations aussi. pas évident. Je pense qu'il a tenu le rang. Et voilà, Mohamed et Alexandre, tous les deux, Diaz et Mezraoui. Mezraoui. Peut-être Mezraoui, nous parler un peu de Mezraoui. Pourquoi Donc pour moi, Mezraoui, c'est un joueur avec beaucoup d'assurance défensive. Il nous donne une certaine assurance au niveau des montées. Lorsqu'on a une libération de couloir d'après l'excentré gauche qui est Zelzouli. Pour moi, c'est un joueur avec un caractère défensif plutôt que caractère offensif. Et on a remarqué cela lors du match de la Zambie, où on a remarqué que Regragui a fait entrer le latéral droit Chibi avec un caractère offensif. Donc je pense que l'idée de Walid Regragui, c'était de créer une certaine créativité dans le couloir droit plutôt que dans le couloir gauche,
alors que ça a donné beaucoup de choses au niveau de l'animation offensive. Et pour moi, Mezraoui, c'est un joueur clé dans l'équipe nationale au niveau des transitions défensives. Ça nous donne des assurances et peut s'ajouter comme deuxième pivot à côté de l'Ainaoui. Donc c'est un joueur avec beaucoup de qualité et joueur clé pour moi dans l'équipe nationale. Alexandre, Brahim. Pourquoi citer quelqu'un d'autre quand on a un génie pareil dans l'équipe? Aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du continent pour moi dans cette CAN, du moins dans cette CAN au Maroc. Il est juste impressionnant. C'est un peu celui qui guide ses coéquipiers dans cette CAN. Et dans un match où peut-être que le Maroc n'allait pas gagner par sa tactique, le Maroc l'a gagné par son génie et par Brahim, parce que c'est un joueur qui est capable de faire des différences à lui seul. Alors on parlera peut-être du gardien tanzanien, comme quoi il aurait pu faire mieux, comme quoi la frappe n'est pas... Il aurait pu faire mieux. Il aurait dû faire mieux. Mais Brahim, dans cette action-là, on retrouve un petit côté génie, un petit côté magicien, dribbleur, un peu, je l'ai comparé un peu, mais je sens match après match Brahim dans une mission. Il est dans une mission avec le Maroc. J'ai fait le comparatif, il est peut-être très osé, mais ça me rappelle vraiment le côté Messi 2022 avec l'Argentine. On est dans un joueur qui va, pour son équipe, faire les différences des fois à lui seul, quand l'équipe n'est pas au top, même quand la tactique ne marche pas. Et donc moi je suis obligé de le souligner et match après match je soulignerai Brahim. D'ailleurs Noah, vous allez aussi parler de Brahim Diaz. L'action m'a fait rappeler un peu la fin de Messi sur Boateng. Il y en a certains qui l'ont parlé sur les réseaux sociaux en 2015 face au Bayern Munich et je voulais en parler. Je vous laisse un mot aussi sur Brahim Diaz. Non, mais vous avez à peu près tout dit. Alexandre, Brahim, depuis qu'il a commencé cette compétition, on le sent vraiment motivé, il veut faire ses preuves, il veut être leader. J'ai l'impression de me répéter au cours des émissions parce qu'à chaque fois, mon ardoise, j'ai inscrit Brahim depuis le début. D'ailleurs, 4 buts, 4 matchs, donc personne n'a fait mieux pour l'instant. D'ailleurs, il égale un record d'un certain Basser au Maroc. Donc vraiment, c'est un joueur qui est sur une très bonne lancée. Je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre. Il est derrière sur tous les ballons, très bonne lecture de jeu. Il donne des solutions à tous les joueurs sur tous les ballons. Et d'ailleurs, il marque et il est décisif au moment où alors on l'attendait le plus. Et c'est finalement cette petite individualité, ce petit génie, comme vous le disiez, qui permet d'être un peu flamboyant et de permettre à ce Maroc de s'imposer finalement. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'un dernier joueur avant de passer à la deuxième partie de cette émission? C'est Ismaël Saibari. C'est un joueur qui nous a beaucoup impressionné avec le PSV Eindhoven. Et en sélection, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous laisser lui donner une note sur 10 après sa prestation d'hier, bien entendu, et non pas sur les 4 rencontres. Mais voilà, essayez de parler de pourquoi est-ce qu'il y a ce différentiel de prestations entre la sélection et le PSV Eindhoven. Je pense que je vais partir sur ça. Ah oui, Mohamed, vous avez quand même un score assez élevé, un 8 sur 10. 8 sur 10. Pour vous, peut-être qu'il a fait une meilleure rencontre que ses premières rencontres en CAN. Je pense que si on parle de la ligne offensive, de l'animation offensive, on parle des 3 éléments primordiaux dans cette Coupe d'Afrique. Et pour l'équipe nationale marocaine, on parle d'El Kaabi, on parle Diaz et on parle de Zezouli. Pour moi, la mission de Ismaël Saibari, c'est le fait de gagner les espaces élaborés à partir d'El Kaabi. Parce qu'on sait El Kaabi comme étant un attaquant classique qui essaye dans la majorité des cas d'étirer les joueurs et créer les espaces derrière son dos, chose qui montre des free spaces pour Ismaël Saibari qui n'ont pas été bien exploités lors du dernier match contre la Mali. Donc c'était un match colossal, un match avec beaucoup de difficultés au niveau de la finition, au niveau de l'efficacité offensive. Pour moi, Ismaël Saibari, maintenant, c'est parmi les joueurs clés dans l'équipe nationale et parmi les joueurs qui ont des rôles tactiques invisibles. Vous, Alexandre, vous lui avez donné la note de 6 sur 10. 6 sur 10. 6 sur 10, je ne pouvais pas donner moins, pas donner plus. Le problème de Saibari hier, je pense que c'est, Anas en a parlé, c'est El Ranous. Parce qu'en fait, en faisant un top match, malheureusement, on efface un peu Saibari en le voyant un peu moins ressortir. Mais tu sens que quand même, quand il est à ce poste-là, plutôt que comme Walid Regragui l'a pu le mettre au début sur l'aile gauche offensivement, il est quand même bien plus serein, il est quand même bien plus adapté à son style de jeu. Et je pense que c'est un joueur qui est capable de monter de niveau petit à petit dans la compétition. Et je l'attends beaucoup dans le quart de finale face au Cameroun, parce que je pense vraiment qu'il peut répondre présent dans l'intensité, dans le duel tactique au milieu de terrain dans cette rencontre. Est-ce qu'on le souhaite? Eh bien, merci pour ces 2 analyses sur Saibari. Tout de suite, on va passer à la deuxième partie de CAN+.
Merci de nous être fidèles et de nous retrouver pour la deuxième partie de Cannes+. On continue ce débrief avec un autre match. Hier soir, le Cameroun s'est imposé face à l'Afrique du Sud par 2-1. Était-ce un résultat attendu, Alexandre ? Attendu, je pense que le Cameroun aujourd'hui n'est plus le Cameroun d'antan. Donc c'était pas si évident que ça de voir le Cameroun s'imposer face à l'Afrique du Sud. Mais la logique a plus ou moins été respectée, même si quand on regarde le contenu du match, on voit que ce Cameroun a quand même été bien bousculé par l'Afrique du Sud et ça s'est joué une fois de plus aux individualités, au talent, je pense, individuel pour remporter la rencontre. Alors justement, avant d'entamer et de rentrer un peu plus en détail dans cette analyse, je vous propose d'écouter David Pago, le sélectionneur, accompagné d'un de ses joueurs après la conférence d'après-match. Comme je dis toujours, le football c'est le but, donc quelle que soit la manière. Quand vous marquez un but sur corner, vous n'allez pas me dire que vous allez travailler une stratégie aux entraînements en corner et que vous réussissez cela à 100%. C'est généralement très difficile. Donc, on appelle ça la baraka. On a eu plus de baraka que l'Afrique du Sud. Donc voilà, on peut dire ça comme ça si vous voulez. On a commencé les entraînements avec ce groupe-là le 16 décembre. Donc voilà, on est sur la bonne voie. Ça c'est sûr quand même. On est sur la bonne voie parce que on a quand même éliminé l'Afrique du Sud qui a fait un très bon parcours, qui a une très très belle équipe. Donc on a souffert et il était question pour nous de jouer avec nos qualités, déjà notre état d'esprit. Et les garçons ont montré qu'ils pouvaient subir le match sans prendre de buts. Et voilà, ils l'ont aussi bien fait. Donc pour nous c'est une force mentale, parce que c'est aussi ça le football, ça se joue au mental. Une équipe de même niveau, l'équipe qui gagne, c'est souvent l'équipe qui en veut le plus. Le prochain match, on sait que le Maroc, c'est une bonne équipe, c'est une bonne nation. Ils jouent au foot. Et comme nous avons commencé depuis le début, on va garder la tête froide, on va continuer à travailler dur et revoir les vidéos, comment les empêcher de jouer et de gagner le match. Et sur les performances aujourd'hui, je peux que les dédier au groupe. Tant que nous sommes tous soudés, tant que nous sommes tous ensemble et nous vivons tous ensemble, nous avons les mêmes objectifs. C'est ce genre d'état d'esprit que nous avons et c'est ça qui nous donne le résultat aujourd'hui. Mohamed, ce Cameroun-Afrique du Sud a peut-être été le plus disputé jusqu'à présent, je trouve, comme huitième de finale. On avait vraiment deux équipes de haut niveau. Oui. L'Afrique du Sud, on la connaît, on l'a connue il y a 2 ans. Ça a été compliqué pour nous, malheureusement. Le Cameroun aussi, peut-être comme équipe qui sort un peu, pas de nulle part, mais on ne l'attendait pas vraiment après tous les soucis qu'il y a eu. Comment cette équipe camerounaise peut-elle inquiéter la sélection marocaine ? Je pense en premier lieu que le match d'hier, c'était un match disputé qui nous a montré la richesse du football africain. Donc entre intensité tactique, entre projection offensive, maîtrise tactique aussi. Et je pense que le point fort des Camerounais maintenant dans cette compétition, vraiment, ils changent de style de jeu petit à petit à travers l'avancement des matchs. Mais je pense que ça va créer beaucoup de problèmes au niveau des transitions offensives. Et je pense que des joueurs comme Bomo, Kofane vont un peu représenter comme étant un calvaire pour les défenseurs marocains. Soi-disant, lorsqu'on parle de la transition défensive de la part de l'équipe marocaine. Et je pense que le sélectionneur marocain va bien étudier d'une manière tactique et d'une manière systématique, catégorique, le système de jeu adopté par l'équipe camerounaise. Et je pense que le match d'hier, c'était un match qui nous a montré vraiment le vrai niveau de la Coupe d'Afrique et ce qui nous attend dans les prochains tours dans cette Coupe. Et je pense que généralement, il y a une règle qui dit que les matchs à élimination directe diffèrent catégoriquement des matchs de la phase des poules. C'est quelque chose de normal, soi-disant au niveau du rythme, soi-disant au niveau de la concentration de la part des joueurs. Et ça repose sur la maturité footballistique qu'appartient à chaque joueur. Et nous sommes chanceux d'avoir ce type de joueurs dans notre équipe nationale. C'est le constat préféré d'ailleurs de Noah, de dire qu'à chaque fois, il y a 2 tournois, la phase de groupe et la phase élimination directe. Je vais me tourner vers vous, Alexandre, pour parler d'un joueur. On l'a entendu tout à l'heure, Carlos Baleba, vous le connaissez bien puisqu'il a évolué du côté du LOSC un certain temps. Vous êtes un grand suiveur de la Ligue 1. Comment ce joueur-là peut-il apporter des problèmes, surtout au milieu de terrain marocain ? Tout simplement, Baleba, déjà, tu l'as très bien rappelé, c'est un joueur qui est en pleine émergence. Il est depuis quelques saisons en Première Ligue du côté de Brighton en train de démontrer son immense talent. Et maintenant, c'est au profil plutôt de la sélection camerounaise. C'est un joueur qui a un volume de jeu énorme, qui a d'énormes qualités aussi, qui peut être dangereux, que ce soit par la frappe, que ce soit par la passe ou que ce soit juste dans l'aspect défensif. Et face au milieu marocain, il va falloir un milieu bien plus organisé, un milieu marocain qui sera
bien plus formés au niveau de la rigueur tactique et au niveau du pressing pour lutter face à ce genre de joueurs, même si on va dire qu'il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Baleba au Cameroun, et c'est une équipe en entière. Mais le milieu marocain, je pense qu'il va avoir du mal, et je pense qu'un Amrabat ferait énormément de bien au Maroc dans ce style de match face au Cameroun, parce que si tu mets deux profils comme Saïbari et El Khanous, attention derrière si ça part en contre. On voit le tableau avec absolument. les deux premières affiches des quarts de finale. D'un côté, Maroc-Cameroun, de l'autre, Sénégal-Mali. On va parler de deux autres huitièmes de finale dans la prochaine partie, et c'est le focus. Le focus de Canal+, forcément sur ces deux huitièmes de finale qui se jouent cet après-midi. Égypte-Bénin à 17h au Grand Stade d'Agadir et Nigeria-Mozambique à 20h au Grand Stade de Fès. Forcément commencer par ce Égypte-Bénin. D'un côté, une équipe égyptienne qui est un peu sous pression parce que le sélectionneur a une sorte d'ultimatum, c'est demi-finale au rien. De l'autre côté, le Bénin qui n'a plus rien à perdre. Première victoire dans cette Coupe d'Afrique des Nations après 16 matchs disputés. Est-ce que pour vous, ça a l'air d'être déjà un match à sens unique ou, comme on l'a vu entre le Sénégal et le Soudan, il y aura quand même un match accroché entre ces deux formations, Mohamed? Pour moi, ça va être un match comme tous les matchs, à phase d'élimination. Ça va être un match difficile. Je pense que ça va représenter aussi un calvaire pour l'équipe égyptienne. Elle va se retrouver devant un bloc bas. Et je pense que l'équipe égyptienne, d'après ma vision tactique, évolue à un match à un autre. Et je pense que les individualités majeures qu'a l'équipe égyptienne peut le pousser à créer la différence à n'importe quel moment au cours du match. Et je pense on l'a déjà vu face au Zimbabwe, notamment, où il perdait 1-0 justement. On a Omar Mamouche, on a Mohamed Salah, on a des joueurs comme Mustafa Mohamed comme étant un chasseur de but. Alors ça va être un match très difficile, mais ça ne va être pas dans un seul sens, ça va être pour les deux sens. Pour moi, 50-50%, ça va être un match à caractère élimination directe, pas plus. Alors face à un bloc béninois qui est plutôt compact et plutôt solide, Alexandre, que doit mettre en place le sélectionneur égyptien pour percer un peu cette défense béninoise ? Alors, que doit mettre en place? Je pense qu'il a des meilleures idées que moi, le sélectionneur égyptien. Mais je pense qu'il mette son équipe de base, ce qui lui réussit pour l'instant dans cette compétition, ça devrait le faire. On rappelle que le Bénin, c'est une équipe, comme Anas l'a rappelé, qui a fini 3e de son groupe et qui n'a gagné qu'un seul match. On voit bien quand même l'écart de niveau souvent entre les équipes qui ont fini 3e de leur groupe, qui rencontrent des premiers de groupe dans ces phases d'élimination directe, dans ces huitièmes. Je pense que l'Égypte n'a pas trop à se méfier du Bénin. On l'a pu voir par exemple le Sénégal, qui a réussi à abattre le Bénin assez facilement, en plus en étant réduit à 10 avec ce carton rouge de Koulibaly. Moi, je n'ai pas de crainte pour l'Égypte. Je pense que s'il met les hommes forts, que ce soit Marmouche, que ce soit Mohamed Salah et n'importe qui, entre guillemets, dans cette équipe d'Égypte, ça devrait le faire. Je ne vois pas un match très compliqué pour l'Égypte, malgré que l'Égypte, ce n'est pas une équipe habituée à mettre des 4-0, donc tranquille. Je pense qu'il n'y aura pas non plus un gros score. Alors l'autre huitième de finale de cette journée opposera le Nigeria au Mozambique. Le coup d'envoi sera donné à 20h au stade de Fès. Mohamed, pour l'instant, cette équipe nigérienne est vraiment très constante. On peut même dire que c'est l'une des plus solides de cette compétition. Aucune défaite, aucun match nul. Que dire de cette équipe nigériane ? Je pense que sur le plan statistique, c'est la meilleure équipe dans cette compétition. Je pense que lorsqu'une équipe a des individualités majeures comme le Victor Osimhen, le fabuleux attaquant qui crée la différence à n'importe quel moment, un excentré gauche, Lokman, donc c'est un joueur avec beaucoup de qualité, un joueur qui sait comment créer les espaces derrière son dos afin de créer une certaine supériorité numérique au niveau de la ligne d'attaque. Et je pense que l'équipe nigérienne, c'est une équipe qui va poser beaucoup de problèmes pour les autres équipes que va rencontrer. Et je pense que ce sera le deuxième favori après le Maroc de remporter cette Coupe d'Afrique. Deuxième favori aussi pour vous, c'est jusqu'au sacre final, Alexandre? Deuxième favori, c'est peut-être, il y a quand même le Sénégal. J'ai pas envie de les oublier. Mais en fait, le Nigeria, il faut se rendre compte que quand on regarde le potentiel offensif, il en a parlé, que ce soit Lookman ou Osimhen, je pense qu'en Afrique, il n'y a pas une équipe qui peut avoir des joueurs aussi forts, des stars aussi forts offensivement. Mais il y a toujours ce problème avec le Nigeria, où on ne les voit jamais comme le favori, jamais comme le deuxième grand favori. On a tendance à les oublier alors qu'ils étaient finalistes à la dernière CAN. On les oublie souvent. Et je pense que ce qui s'est passé aussi dans les barrages pour aller à la Coupe du Monde, avec le match face au Congo et ce match où au final le Congo se qualifie pour aller dans le tournoi au Mexique, on a encore un peu méprisé le Nigeria en se disant bon voilà, on voit que face au Congo, qui est une bonne équipe d'Afrique, mais qui n'est pas non plus le Maroc, le Sénégal ces dernières années,
ça passe pas pour le Nigeria. Mais je pense qu'ils sont très revanchards. Et Eric Schell, lui aussi, surtout, est revanchard. Et il a connu une grosse défaite à Rabat face au Congo. Là, il a envie de connaître une grosse victoire à Rabat, peut-être pas face au Congo. Alors, le pire, c'est que vous parlez de défaite, mais en termes statistiques, en tout cas, Eric Schell n'a jamais perdu avec le Nigeria, parce que ça reste des matchs nuls. Est-ce que le Mozambique a quand même une chance face à cette équipe du Nigeria? Parce qu'on les a vus intéressants face au Gabon, même s'ils perdent face à la Côte d'Ivoire, là aussi, ça a été quand même un bon match de leur part. Il y a quelques joueurs, notamment Génie Katamo et Nohan avaient déjà très bien parlé après le match face au Gabon. Est-ce que quand même le Mozambique a une chance dans ce match? Pour moi, la Mozambique contre la Nigérie va créer beaucoup de problèmes. Comme je viens de dire, dans la majorité des matchs, on fait face à des blocs bas. Et dans la majorité des équipes africaines adoptent un principe de la défense de masse. On trouve par exemple dans un système tactique de 6-3-1, parfois 6-4-0 ou même 5-5-0, ce qui complique davantage la situation pour les équipes afin de créer des solutions offensives. Et je pense que la Mozambique va être le même cas et va créer beaucoup de problèmes, que ce soit sur le volet défensif, que ce soit aussi au niveau de la fermeture des intervalles, le maximum possible pour ne pas laisser les joueurs de la Nigérie se développer entre les lignes. Et je pense que ça sera un match difficile pour la Nigérie, même si que la Nigérie était la meilleure équipe dans cette CAN lors des phases des poules, mais ça ne veut pas dire qu'elle va se qualifier d'une manière facile. Les yeux fermés. Oui, les yeux fermés, ça va être beaucoup difficile pour cette... Finalement, un petit mot sur cette équipe mozambicaine qui a vraiment qui a créé un peu, on peut dire, une petite surprise dans cette CAN. Est-ce que pour vous, Alexandre, elle a quand même déjà dépassé les attentes qu'on attendait, ses attentes même, parce qu'elle a un statut quand même d'outsider dans ce tableau? Le problème, c'est que oui, pour moi, elle a un peu dépassé les attentes parce que je les voyais derrière le Gabon. Mais si vous demandez aux joueurs, souvent, ils vous diront que non, eux, ils veulent aller toujours plus loin. Ouais. Donc il y a cette différence. Pour nous, ouais, ils ont dépassé les attentes. Mais est-ce que pour eux, ils ont dépassé les attentes? Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, on va dire que pour ceux comme nous, suiveurs du football, on ne voyait pas le Mozambique faire de tels matchs dans leur phase de groupe. Donc c'est déjà très vous faites bien de le souligner parce qu'on oublie souvent la réalité du football. Parce que nous, on est là en train d'en parler en dehors de ces vestiaires, mais on ne sait pas exactement ce qui se passe dans l'esprit, l'état d'esprit de ces joueurs. Justement, on va parler un peu plus de l'esprit et même les résultats attendus pour cette journée dans les pronostics tout de suite. À vos ardoises, de nouveau. Allons-y, on reprend. On part sur quel match? Allons-y, sur le premier, je pense. Sur le match Égypte-Bénin. Oui, Égypte-Bénin. Quel pronostic? Qui sera vainqueur? Quel score, bien évidemment? Match prévu, on rappelle, à 17h, donc du côté d'Agadir, si je ne dis pas de bêtises. Oui. d'Agadir, absolument. Oui, à 17h. Un petit score serré. Ah, j'avais pas noté le... Non, de toute façon, t'inquiète, si on dit Égypte-Bénin, normalement, on va donner. Moi, je donne 2-1, quand même. On parle d'un match disputé, on va donner... Oh, j'aime bien. Alors, le scénario, il est... Égypte-Bénin, 2-0. 2-0 pour l'Égypte. D'accord. 1-1 et avec prolongation, penalty. Alors, expliquez-nous. Expliquez-nous d'abord votre ardoise. D'après mon expérience, au niveau de ma visualisation des matchs d'Égypte, qui ont été disputés dans la plupart des compétitions que l'Égypte a participé, je trouve que l'Égypte, c'est une équipe qui cherche à jouer d'une manière très économique afin de ne pas gaspiller beaucoup d'efforts pour ses joueurs. Et je pense que l'Égypte a l'air tout le temps de se qualifier d'une manière pragmatique, tout en essayant de passer par les prolongations, parfois les pénaltys. Ils nous ont déjà éliminés en prolongation, ils ont déjà éliminé dans les derniers instants d'une si on parle de l'élimination et qualification plutôt, dans cette compétition, on parle de cette dernière édition de Cameroun, 2021. Ils ont été qualifiés dans la majorité des matchs par cette manière. Je pense que ça a devenu une tradition pour l'équipe égyptienne de se qualifier avec les pénaltys. Pour moi, c'est un scénario logique. Je pense que de nombreuses équipes ont de mauvais souvenirs avec cette équipe égyptienne qui reste la plus titrée de cette Coupe d'Afrique des Nations. N'en parlez pas. Un 2-0 pour vous et moi, Alexandre. Pourquoi alors? Pourquoi? Parce que je crois que quand on n'arrive pas à percevoir une rencontre, on met 2-0. Comme ça, c'est plus facile. Vous êtes en train de dire que je ne perçois pas non plus. C'était pour moi. C'était que pour moi. Uniquement pour moi. Non, je vois un 2-0 parce que je vois l'Égypte marquer un but dans cette rencontre. Et forcément, quand on est dans une phase d'élimination directe, l'équipe est obligée de vouloir se découvrir pour aller égaliser. Et je pense qu'avec les espaces, avec des joueurs comme ça, là, Marmouche, ça pourra faire pique derrière et avoir le but du break.
Mais oui, un 2-0 sans grande difficulté pour l'Égypte, même si ça ne sera pas une démonstration. Exactement. À peu près la même chose qu'Alexandre. Cette équipe égyptienne va également reposer un peu sur des individualités, des coups brillants de Mohamed Salah, de Malmouche. Mais une équipe béninoise qui va rester quand même un peu accrocheuse, qui ne va pas se laisser faire, on peut le dire. Et pour finir, Anas, alors un 2-1 quand même, 2-1, un petit but concédé. Je vois bien un but du Bénin marqué en toute fin de match pour relancer un peu la rencontre. On sait que ça peut toujours être le cas, si surtout Hussam Hassan fait beaucoup de changements, donc ça peut bousculer un peu l'équilibre de cette équipe. Mais je vois quand même l'Égypte gagner ce huitième de finale. On passe au deuxième match, entre le Nigeria et le Mozambique. Je prévu à 20h au grand stade de Fès. Est-ce que la situation est plus claire là? J'ai envie de montrer quelque chose d'autre. Anas va nous surprendre. Bah oui. Petit 3-1. Faut être joueur. 3-2. Et j'ai mis 2-1 pour le Nigeria. J'ai mis 2-1 pour le Mozambique. Ah d'accord. Après prolongation. Alors allez-y. Après prolongation. En fait, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a pas assez de surprises, je trouve. C'est-à-dire que toujours des matchs, même Tunisie-Mali, que le Mali se qualifie, c'est le scénario qui fait que c'est une surprise au final. C'est parce que le Mali est à 10 contre 11 et qui joue 100 minutes en infériorité numérique. Mais dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on n'a pas encore eu de surprise. Et en fait, je veux juste provoquer un peu cette chance, me dire que le Nigeria, on le voit dans le top 3 des favoris de cette Coupe d'Afrique, et que le Mozambique, à tout moment, peut aller accrocher une prolongation. À tout moment, il y a un scénario qui peut être favorable aux Mozambicains. Et je vois bien un but de Renildo de la tête. Allez, pourquoi pas. D'ailleurs, on avait presque vu une petite surprise avec le Soudan et le Sénégal. Le Soudan qui avait mené quand même cette équipe sénégalaise. Donc, ces équipes-là peuvent créer la surprise quand même. Mais jusqu'à la fin de la rencontre, on ne le sait pas. Je prends le risque, effectivement. Et vous, Mohamed, alors? Pour moi, c'est un résultat logique, 3-2. Je pense que les matchs à élimination directe, ça diffère catégoriquement, quand je viens de mentionner, par rapport aux matchs de phase des poules. Ça va être totalement différent pour le Nigeria, une autre cadence, un autre tempo. Donc je pense que la Mozambique va essayer d'exploiter le maximum possible ses moments forts afin de jouer sur la vitesse d'exécution au niveau de la finition des exercices tactiques offensifs. Et je pense que des équipes comme la Mozambique qui adoptent un certain système tactique, parfois de 4-2-3-1 ou parfois 3-5-2, tout en essayant de se pencher sur l'exigence physique, pour moi, ça sera un match difficile, mais je pense que la Nigérie va marquer autant de buts. Et pour moi, 3 buts, c'est minimum. Et pour finir, Alexandre? Alors là, j'ai mis 2-1 parce que quand même le Nigeria, offensivement, j'en ai parlé, c'est une équipe qui va marquer des buts grâce à ses individualités, grâce à son jeu. Mais c'est une équipe, on l'a vu face à la Tunisie, qui a des périodes de moins bien. Et défensivement, c'est pas la meilleure équipe d'Afrique, ça on l'a bien vu. Et ils peuvent avoir des périodes de relâchement. Et dans ces périodes-là, c'est souvent là où ils encaissent un but. Et je vois bien le petit but encaissé de la part du Mozambique, en plus qui a un bon potentiel offensif, pour un peu les réveiller. Et ensuite leur dire, les gars, il faut se réveiller parce qu'il y a une qualif à aller chercher. Absolument. Et du coup, 3-1 pour finir, voilà un peu le même scénario. Oui, avec un but concédé quand même. Le Mozambique va quand même essayer de marquer. C'est un 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, écoutez, merci à vous deux. Merci Mohamed Barkili d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions, d'avoir un aspect un peu différent, une analyse tactique. Donc, c'était vraiment du foot en profondeur. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça fait plaisir. Merci Alexandre Chayol, merci. Vous êtes journaliste pour Foot Mercato. C'est ça. Et on espère vous revoir tous deux d'ici la fin de la compétition sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci Anas. Merci Nora. J'aurai le plaisir d'être à tes côtés tous les jours pour Cannes+. On revient demain? Absolument, on revient rendez-vous. Ça me va.